L'idée avec Aurore Chauvin-Charlot qui travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est chargée d'accompagnement de projets dans ce pôle de compétitivité, c'est de voir si la dynamique économique que nous a décrit Romane s'explique, en tout cas peut-être corrélée avec une dynamique de soutien à cette innovation numérique en agriculture, de soutien public notamment. Et donc, Romane, je précise que Agri Sud-Ouest Innovation, c'est le réseau des acteurs publics et privés œuvrant dans le domaine de l'innovation pour les secteurs agri-agro, qui est ancré dans le sud-ouest, mais qui rayonne à l'échelle nationale et européenne. Vous animez des réseaux, vous facilitez l'accès à des subventions publiques, et voire même des investisseurs, tout ça en accompagnant l'émergence de projets collaboratifs. Je te passe la parole et on va voir donc du coup si, encore une fois, cette dynamique décrite par Romane, ce boom autour des années 2015, s'explique aussi par un soutien particulier de la puissance publique. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, à travers les projets qu'on a pu accompagner toutes ces 10 dernières années, en fait, voilà, j'ai essayé aujourd'hui de vous faire un petit peu une rétrospective par rapport à ces tendances d'innovation dans le numérique. Et donc, du coup, déjà un petit focus sur l'année 2015, en fait. Si on se replace, du coup, il y a 10 ans, effectivement, c'était déjà une année charnière, en fait, pour l'innovation en agriculture numérique, avec la naissance de ce mouvement, en fait, agritech. Alors, agtech, ça dépend, voilà, du coup, en Europe. Et en France, la création de la ferme digitale, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, et qui, du coup, à travers ça, promeut l'innovation, du coup, et regroupe aujourd'hui plus de 130 entreprises. C'est parti de 5 startups. Et puis, au même moment, en fait, on avait un rapport important de l'INRAE, donc Agriculture et Innovation 2025, qui projetait, en fait, déjà 30 projets pour l'innovation en agriculture, et on avait déjà à ce moment-là 2 projets qui étaient dédiés à l'agriculture numérique et 3 à la robotique. Et donc en fait, voilà, à travers ça aussi, on verra après les financements qui ont été mis en place par rapport à ça. Un autre événement majeur en 2015, c'était la COP21 qui a eu lieu en France, à Paris. Et puis également la mise en orbite du premier satellite Sentinelle-2. Donc ça fait référence à ce que disait Christian tout à l'heure. Effectivement, une révolution aussi à ce niveau-là sur l'accès des données. Voilà, donc en fait une année très riche, et ensuite une évolution en fait des tendances d'innovation, où on voit qu'en fait, entre 2015 et 2017, on était plutôt sur tout ce qui était capteurs, stations météo connectées, autoguidage des engins. Et puis, au fur et à mesure en fait, des années, l'innovation s'est un petit peu déplacée. En 2017 et 2020, on était plutôt sur des notions d'intégration, d'interopérabilité. Christian faisait référence tout à l'heure aux plateformes numériques agricoles, justement, qui se sont mises en place à ce moment-là. Aussi les premiers robots qui étaient plutôt dédiés au désherbage mécanique. Et puis ensuite, dans les années plutôt 2020-2022, on est arrivé sur l'automatisation, justement, le travail sur les robots plutôt autonomes, et toute cette IA qui a commencé à être en fait intégrée à l'innovation. Et en 2022-2025, on va dire, alors là, c'est des dates que j'ai prises, voilà, ça va se chevaucher en fait sur les années, voilà, mais c'est pour donner les grandes tendances en fait dans les projets d'innovation qu'on avait. Et là, c'est plutôt l'arrivée de l'IA générative et puis de tout ce qui va être robots multitâches, et notamment les premiers robots de récolte aussi, qui ont été proposés à ce moment-là. Là, tu analyses, on va dire, les projets accompagnés par Agri Sud-Ouest Innovation, ceux que tu as vu passer dans le processus de labellisation au sein du pôle, voire même, j'imagine, au sein d'autres pôles, parce que parfois, il y a des exercices de co-labellisation qui s'opèrent. Exactement, c'est ça. Et ça permet de dégager des grandes tendances. C'est une approche empirique, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et par rapport à ça, du coup, pour accompagner tous ces projets d'innovation, en fait, on a vu un continuum des financements publics, en fait, sur toutes ces années. Alors, à 2 niveaux. Au niveau européen, avec les programmes Horizon. Donc, avant 2020, c'était Horizon 2020. Et puis, à partir de 2021, Horizon Europe, qui est toujours en cours, d'accord, jusqu'en 2027.
Et puis au niveau français, on a vu vraiment une évolution dans les financements parce que jusqu'en 2020, on était plutôt sur les PIA. Donc c'était Donc c'est les grands programmes d'investissement d'avenir. Oui, tout à fait. Avec ce qu'on appelait les FUI. Donc là, on était plutôt sur des appels à projets finalement assez vastes dans les thématiques. On n'était pas forcément ciblés. Et puis petit à petit, on a vu arriver en 2022 une feuille de route justement agriculture et numérique. Et du coup, dans France 2030, qui est le dispositif qui est arrivé après, on a vu vraiment des appels à projets thématiques arriver et pouvoir financer justement cette innovation tournée vers le numérique. Donc en fait, on voit que les financements se sont adaptés petit à petit en fait. Et se sont un peu spécialisés. On est parti du fonds unique interministériel, la grande poche dans laquelle on pouvait taper entre guillemets pour développer des projets collaboratifs et les faire labelliser par les pôles de compétitivité, à des appels à projets un peu plus ciblés qui soulignent l'importance accordée au numérique et aux robotiques et à la robotique. C'est ça. Et en parallèle, le plan Deep Tech BPI France, qui fait aussi le lien avec ce que Romane a expliqué avant, parce que là, on a eu vraiment un soutien aussi pour la création de ces startups liées à ce domaine-là. Ce foisonnement de startups de l'AgTech. Exactement, voilà, puisque là, ça a été soutenu vraiment de manière importante. Je voulais vous faire un petit focus du coup sur un exemple de financement européen. Donc nous, le pôle Agri-Sud-Ouest était partenaire de ce projet DIVA et donc c'est un projet qui a été réalisé entre 2018 et 2021, donc dans le cadre d'Horizon 2020. Et là, en fait, c'est 134 projets qui ont été soutenus et ça représentait 180 PME dans 9 pays européens. Donc on voit vraiment que c'était quand même des projets de grande ampleur. Et en France, ça correspondait à 46 projets soutenus et 800 000 euros sous forme de chèques innovation. Donc en fait, c'était des programmes de cascade funding où du coup les PME recevaient ces chèques innovation pour développer leurs solutions agronumériques. Et donc, les tendances qu'on voyait plutôt dans ces projets-là à ce moment-là, sur ces années-là, c'était plutôt des outils d'aide à la décision pour la gestion de tout ce qui était irrigation, application de produits phyto, détection des maladies. Voilà, on était plutôt dans ces thématiques-là, mais ça vous montre un petit peu l'ampleur des projets européens à ce moment-là, qui favorisaient aussi, comme disait Roman, c'était plutôt les PME à ce moment-là. Start-up et PME. Et voilà. Et puis donc ça, c'était côté financement public, mais on a aussi les fonds privés pour l'agritech, en fait, qui à ce moment-là, pareil, ont été mis en place. Donc le premier, c'était Capagro en 2014. Et puis après, Demeter a mis en place le fonds Agri-Innovation en 2028. Et en 2023, là, c'est un petit peu la suite de Capagro, en fait, avec Supernova Invest et Crédit Agricole qui a mis en place le fonds Agri-Agrotech aussi. Et donc, pour en fait avoir des fonds vraiment de capitaux innovation tournés. Et là, on revient, comme je vous disais tout à l'heure, sur la spécification, en fait, parce que là, ils sont vraiment dédiés à ce domaine de l'agri-agrotech, en fait. Voilà. Et alors, pour vous donner des exemples un petit peu concrets du coup de ces projets et ces entreprises, donc j'ai pris l'exemple d'Abellio, donc que vous connaissez bien dans la chaire et qui a été accompagné du coup par le pôle finalement de sa création en 2018 jusqu'à aujourd'hui et qui est passé de la petite start-up à un vrai leader maintenant de l'agritech. Et en fait, c'est un bon exemple aussi pour montrer cet accompagnement en fait qu'il y a pu avoir à la fois en termes de financement public, donc avec un projet qui était justement dans le cadre de ce projet européen DIVA, qui a permis de faire le repositionnement stratégique d'Abellio en 2020, et puis un accompagnement aussi privé, puisqu'avec les labels Agrio et iFrance au cours de ces différentes levées de fonds, voilà, on a en fait là un bon exemple de la complémentarité à la fois du soutien à l'innovation publique et privée, et finalement la naissance d'entreprises vraiment performantes sur le marché. Ouais, pour avoir eu le privilège d'accompagner Grégoire, je ne sais pas s'il est arrivé entre-temps, Grégoire Dupré, le dirigeant d'Abellio, je crois qu'il devait venir. Effectivement, il a su, il est tout en haut là-haut. Il vous le racontera mieux que les autres, mais il a tapé dans toutes les cases qui vous ont été présentées. Il a chopé tous les... et tant mieux, il a bouffé à tous les râteliers, c'était fait pour ça. Et il a su particulièrement en profiter.
Et puis donc j'ai pris aussi 2 autres projets innovants qu'on a pu voir au pôle pour vous donner un petit peu des illustrations. Le projet Signe, donc là, était plutôt orienté sur tout ce qui est traçabilité et authenticité d'un produit. Donc là, on faisait plutôt le lien aussi entre finalement l'amont du produit et puis le produit, le secteur agroalimentaire ensuite derrière. Et puis, on avait également un projet porté par ITK sur tout ce qui était innovation en agro-œnologie. Et donc là, vous voyez que c'était aussi des projets collaboratifs importants pour les filières, puisque là, ça regroupait du coup ITK qui était porteur du projet, mais aussi des entreprises comme Freycinet l'allemand, et puis un laboratoire aussi. Donc en fait, là, on est sur des grands projets quand même. Plusieurs millions d'euros de budget global. Exactement, qui ont permis, et là l'objectif c'était de maîtriser du coup l'azote en fait pour ensuite piloter le profil organoleptique des vins. Et donc on voit que voilà, ces financements publics ont permis vraiment quand même de dégager des gros projets d'innovation dans ces 10 dernières années. Et puis donc pour vous donner un petit peu les perspectives, et aussi je vous disais, le financement s'adapte et finalement on a encore aujourd'hui des dispositifs mais qui sont un petit peu différents du coup de ce qu'on a pu avoir ces 10 dernières années. Donc là maintenant on est plutôt sur vraiment tout ce qui est prototype. Là je vous ai remis l'appel à projet France 2030 qui est encore ouvert. Alors ça sera la dernière relève en avril pour ceux que ça intéresse. Donc là on est vraiment sur le financement de pré-séries industrielles, de machines et d'équipements agricoles, et notamment ceux qui embarquent de l'intelligence artificielle. Et puis, sur l'intelligence artificielle, justement, on a également l'appel à projet pionnier de l'intelligence artificielle qui est ouvert et qui sera ouvert encore jusqu'à juin 2026. Donc là, qui est vraiment orienté pour toute cette approche de montée en TRL, en fait, par rapport à l'intelligence artificielle. On a également un appel à projet dédié sur les espaces de données. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des espaces de données pour interagir en fait entre les acteurs de la filière. Donc celui-ci, il est encore jusqu'à la fin de l'année 2026. Et comme le disait Bruno tout à l'heure, on reste sur des problématiques aujourd'hui sur la robotique agricole. Donc en fait, on a le grand défi robotique agricole au niveau national qui a été mis en place et qui va ouvrir des appels à projets. Donc là, début 2026, l'information qu'on a pour l'instant, c'est que la première relève devrait être en avril. Et les verrous qui restent sur la robotique, c'est justement le déploiement en fait. Et du coup, l'idée, c'est de venir aider les entreprises via ces financements publics à faire plus d'expérimentation, plus de démonstrateurs et de pouvoir réussir ce déploiement en fait qui aujourd'hui bloque encore un petit peu. Voilà, donc ça vous montre qu'en fait, on a encore aujourd'hui pas mal de soutien à l'innovation, en tout cas pour l'année 2026 sur ces thématiques-là, mais par contre, en 10 ans, ça a évolué et aujourd'hui, on est vraiment orienté sur tout ce qui est IA, robotique. Voilà, le financement suit en fait un petit peu l'évolution des innovations dans ce domaine. Un grand merci, Aurore. Voilà, merci, et puis je me tiens à votre disposition. Romane, je veux bien que tu reviennes vers nous. J'ai déjà une question pour toi. Tu disais, Romane, que tu vas travailler maintenant sur le modèle économique des entreprises. Est-ce que dans ce modèle économique-là, la question va te paraître un peu bizarre, parce que c'est un peu contradictoire avec la notion même de modèle économique, mais la subvention et le soutien public, ou même la capacité à lever des fonds, va être analysée. Est-ce que tu vas être en capacité d'analyser, d'en faire le parallèle entre ce que nous a présenté Aurore et les dynamiques d'entreprise que tu as pu observer? Alors, l'idée, c'est de regarder ça, effectivement, en discuter dans les entretiens qu'on mènera. Mais normalement, on a quand même aussi pour projet, donc avec Pierre, Éléonore Schnebelin et Elia Golette-Mercier, de continuer en fait notre travail sur la base de données en couplant en fait avec des informations de financement qui soient publiques ou privées. Et là, on a quand même pour idée d'essayer le plus possible de pouvoir mettre en regard en fait les soutiens, notamment publics, au travers des subventions,
Alors, on est en train d'essayer de collecter la donnée, de voir ce sur quoi on aura accès. Donc ce serait bien d'avoir cette partie un peu quantitative qui pourrait être après illustrée peut-être par ce qu'on arrivera à obtenir des entretiens en discutant avec les entrepreneurs. Pour essayer de voir dans les facteurs clés de succès quelle place a eu Oui. la subvention et la levée de fonds, parce qu'on l'a vu, il y a eu des très très belles levées de fonds, mais parfois des gros échecs. Donc voilà, c'est pas forcément une condition suffisante, même si elle est parfois et souvent nécessaire. Une question de la salle. Gilbert, avec le micro qui arrive. Trop tard les gars, trop tard. Oui, ce n'était pas une question, c'est plus par rapport à votre dernière intervention. Maintenant, je participe beaucoup à des jurys de BPI France, justement sur la French Tech, et j'ai vu une évolution. Avant, c'était les FUI, où en gros, on était plutôt sur des financements de projets avec des TRL basses. Donc on était plutôt sur le développement de concepts. Et là, avec IDEMO, avec un certain nombre d'appels à projets, on a un financement maintenant qui permet d'aller sur une montée en charge. Il y a des financements, par exemple, pour passer de 3 à 6, de 6 à 9, etc. Et effectivement, il y a encore pas mal d'appels à projets qui sont ouverts pour aider aux démonstrateurs, pour aider même à la construction de nouvelles usines dans certains cas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, cette évolution des financements. Aurore, tu confirmes, il y a bien cette coexistence des deux types de financement, à la fois encore, on va dire, deep tech, disons, employant ce terme popularisé par BPI France, mais aussi des financements plus proches à des niveaux de TRL plus élevés. Oui, tout à fait. Et c'est la richesse, j'ai envie de dire, de France 2030, en fait. C'est que là, on a vraiment des financements sur toute l'échelle de TRL. Et après, c'est la spécification aussi selon les thématiques, parce que justement, sur la robotique, on voit que le verrou est plutôt au déploiement. Donc, effectivement, ça va être les TRL plutôt de prototypes qui vont être proposés. Donc, en fait, on a vraiment cette adaptation aujourd'hui de ces financements. Ouais. Une gamme. Bruno. C'est bon. Moi, je voulais vous remercier pour les deux exposés. Je trouve que c'était vraiment éclairant. Vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'avais une question pour Romane. Ce qui m'a intrigué, moi, c'est les 14% là, des entreprises qui rachètent, qui sont ni du secteur numérique, ni de l'agriculture. Et ma question, c'était, mais qui c'est et qu'est-ce qu'elles font là, quoi? Un exemple en tête? Oui, j'ai re-regardé dans ma base de données ce matin, parce que je sentais qu'il y allait avoir cette question. Du coup, c'est beaucoup d'acteurs du secteur industriel, un peu aussi du secteur pharmaceutique. Pour certaines structures. Et je ne sais pas, par exemple, un exemple qui m'avait marqué, il y a Manitou qui a racheté des plateformes de vente de matériel agricole et du coup qui les a intégrés à ces matériaux qui ne sont pas spécialisés dans le secteur agricole. Mais du coup, beaucoup d'industriels en fait. Qui avaient peut-être déjà un pied dedans, parce que Manitou, pour le coup, ils sont quand même clairement... Oui. Voilà, ils ont un gros pied dans le secteur agricole, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont... Ils sont pas spécialisés, quoi. Ils n'étaient pas spécialisés agriculture, ils n'étaient pas spécialisés numérique. Et là, par contre, ils viennent prendre en charge ce type de sujet. Mais un autre exemple avec un acteur qui serait complètement hors champ, ça existe. Il y avait à l'époque Parrot, qui était un peu de cet ordre-là, qui avait racheté Erinov. Bon, on connaît la fin de l'histoire ensuite. Mais est-ce que tu as en tête un acteur vraiment un peu... intrus, on va dire, dans notre univers agri-agro, où je te pose une colle? Non, là, j'arrive pas. Enfin, en fait, je les ai regardés, mais je les ai pas tous en tête. Par contre, quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai vu plusieurs acteurs aussi du secteur de l'assurance. Oui. Donc, où là, pour le coup, pareil, il y a un lien dans le secteur agricole, mais qui s'intéresse aussi à ces outils-là. Voilà, je suis désolée, si ça me revient, je vous le dirai à la pause. Parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement.